284 dossiers enregistrés cette année, 23 lus publiquement. C'est le bilan de la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID, tenu aujourd'hui ici à Bamako. Les interpellations sont essentiellement relatives aux litiges fonciers et à la non-exécution des décisions de justice. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre sur votre télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à ce journal. C'est le CICB qui a abrité pendant toute la journée la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Pour cette session, 284 dossiers ont été enregistrés, seulement 23 ont été lus publiquement. Les interpellations sont essentiellement relatives aux litiges fonciers et à la non-exécution des décisions de justice. Retour sur la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre Moussa Mara avec Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Espace d'interpellation démocratique, l'exercice a déjà 2 décennies au Mali. Toute une journée, les gouvernants se prêtent aux questions des gouvernés sur leurs préoccupations respectives. Cette année, 284 dossiers ont été enregistrés, sur lesquels 131 ont été rejetés pour non-conformité à l'esprit et aux objectifs de l'EID. 130 dossiers sont transmis au département ministériel concerné pour suite à donner. 23 ont été lus publiquement. Sur les 284 dossiers enregistrés, 50,70% proviennent des régions et 49,42% de la capitale. Mais nous avons aussi relevé, pour le regretter, qu'en termes de genre, la participation des femmes reste encore très faible, moins de 5%, alors que celle des hommes dépasse 95%. De même, nous regrettons que la participation des Maliens de l'extérieur reste insignifiante. Un seul dossier a été retenu. Les interpellations concernent essentiellement les litiges fonciers et domaniaux, la non-exécution des décisions de justice ou encore les régularisations des situations administratives et le non-respect des engagements contractuels de l'État. Le médiateur de la République note que ces nouvelles interpellations confirment que l'État de droit fonctionne encore difficilement au Mali. Le Premier ministre en est conscient. 20 ans d'espace d'interpellation démocratique, c'est une institutionnalisation de cette formidable occasion de rassemblement des Maliens. Comme le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, c'est un outil splendide. Un outil qui permet à tous nos concitoyens, quelle que soit leur situation, quel que soit leur rang, quelle que soit leur localisation géographique, de pouvoir venir s'exprimer directement devant le gouvernement et de porter à l'attention du gouvernement et de la communauté nationale ces difficultés, les injustices ou les inéquités dont il a pu être victime, et de donner aussi l'occasion aux gouvernants de pouvoir dire ce qu'ils pensent de cette situation, de prendre des engagements et de pouvoir les résoudre. Je pense que cet outil a besoin d'être renforcé. Cet outil a besoin de plus de considération, plus d'organisation pour qu'il ne soit pas réduit uniquement à une rencontre annuelle. Mais il faut beaucoup d'activités entre 2 sessions de l'EID. C'est ce à quoi nous allons nous engager. Pour célébrer les 20 ans de l'EID, un film d'une demi-heure a permis au public d'apprécier l'importance de ce forum dans l'exercice des libertés citoyennes, la promotion de l'état de droit et l'instauration d'une culture démocratique. Plusieurs organisations de la société civile se sont ensuite succédées à la tribune pour apporter leur contribution. La lutte contre la corruption, la justice dans le nord du Mali, la libération du terroriste Mohamed Ouad Hussein, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement sont notamment les préoccupations évoquées par les intervenants. Les débats ont été conduits par un jury d'honneur composé de personnalités nationales et étrangères. Le jury était présidé cette année par Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin. Des détenus de l'ensemble du pays étaient également présents à cet événement à travers une exposition de leurs produits divers. Sur un tout autre plan, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a rencontré hier le corps diplomatique. Abdoulaye Diop a fait aux diplomates la restitution de la 2e phase des pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. Les 2 points fondamentaux qui opposent la partie gouvernementale et les mouvements armés sont le fédéralisme et le non-Azawad. Mohamed Diarra, les détails.
Après chaque étape du processus des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger, la délégation gouvernementale s'adonne à un exercice de restitution au corps diplomatique accrédité au Mali. D'entrée de jeu, le ministre Abdoulaye Diop s'est appesanti sur 2 points qui divisent le gouvernement et les représentants des mouvements armés. D'abord, la notion de fédéralisme. Notre constitution consacre un État unitaire qui est divisé en régions, mais au-delà du fait que ce n'est pas prévu dans notre constitution, dans le cas du Mali, une fédération, les conditions n'étaient pas réunies pour ça, même si c'était une option qui était envisagée. Pour la raison qu'une fédération exige quand même une fusion ou en tout cas des relations de rapprochement entre 2 entités étatiques. Le second point de désaccord est relatif au mot Azawad. La partie gouvernementale reconnaît l'Azawad en tant que zone de pâturage, mais pas en tant qu'entité politique géographique. Si le gouvernement a toujours indiqué, même dans les accords passés, qu'il appartient aux populations de donner les dénominations qu'elles veulent à leur localité. Mais ça peut se faire que sur une base démocratique, puisque les populations même qui vivent dans ces 3 régions, il n'y a pas de consensus. À défaut de trouver un nouveau consensus, il faut au moins s'en tenir à l'équilibre qui est là. En plus de ces 2 questions, les 2 parties ont aussi une divergence de vue sur les notions de quotas, de régions intégrées et de révision constitutionnelle. Malgré ces divergences, la partie gouvernementale affirme que le préaccord constitue une base solide de négociation, car, dit-elle, il comporte des avancées significatives, ce qui constitue un motif d'optimisme pour les chefs de la délégation gouvernementale. Nous souhaitons pouvoir avoir l'accord de nos frères des mouvements avec l'appui de l'équipe de médiation pour pouvoir avancer sur ces questions. Donc, sur la base donc, de ce préaccord, l'échéance, c'est maintenant de s'organiser pour pouvoir, d'ici au maximum la première semaine de janvier, reprendre les discussions. Et Abdoulaye Diop de réaffirmer la reconnaissance du Mali à l'équipe de médiation internationale, avec en tête l'Algérie qui consent un investissement énorme. Chacun doit s'y mettre pour tourner cette page sombre de l'histoire du Mali, a dit le ministre. Un message bien compris par les diplomates étrangers. On a retenu quelques recommandations pratiques pour la communauté internationale et pour sur le travail explicatif, sur l'influence sur toutes les parties qui prenant de la négociation pour qu'ils prennent comme document de base le projet d'accord présenté par la médiation. C'est indispensable pour la suite du travail. On a retenu que les discussions continuent, qu'on est sur une bonne route. Le gouvernement pense que les différences se réduisent et donc il y a l'espoir. On pense que la prochaine année, on va commencer avec beaucoup de forces qu'on réussit, que le Mali il va vivre en paix. D'ici là, les différentes parties s'adonnent à des exercices de restitution du contenu du préaccord à leur base, avant de se retrouver à Alger début janvier. Et je vous signale que le ministre Diop a quitté Bamako ce mercredi 10 décembre pour une tournée africaine qui le conduira successivement à Abuja et à Nouakchott. Toujours en parlant de la sortie de crise au Mali à l'issue de la journée nationale des communes du Mali, les élus dans leur résolution s'engagent à œuvrer dans ce sens. Notez également que les communes demandent à l'État malien de mettre à leur disposition 30% de ses recettes fiscales. Amadou Sakari. Au terme de 2 jours de travaux, les communes du Mali ont mis en commun leurs différentes préoccupations, parmi lesquelles la question relative aux recettes fiscales. Transférer 30% des recettes fiscales de l'État aux collectivités territoriales. Réviser le statut des élus des collectivités territoriales en mettant un accent sur leur protection juridique, la rémunération, les retraites ainsi que la sécurité sociale. Poursuivre le processus du débat communal dans les collectivités territoriales après 2014. Mettre en œuvre le mémorandum de l'Association des municipalités du Mali. La paix, facteur de cohésion et de développement. Voilà le thème central retenu par les communes cette année, compte tenu de la situation que traverse le Mali. C'est pourquoi le ministre de la Décentralisation et de la Ville a attiré l'attention des élus sur leurs responsabilités dans la sortie des crises. Le premier échelon de la mobilisation, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes en contact direct
avec les populations. C'est vous qui pouvez aujourd'hui trouver les mots, trouver les moyens, trouver le comportement qu'il faut pour que chaque Malienne et chaque Malien, là où il est, puisse avoir les ressorts nécessaires pour d'abord mettre ce pays assis et ensuite le lever pour le redresser. En marge de cette journée, l'Association des municipalités du Mali et son partenaire Save Children ont animé un point de presse sur la couverture sanitaire universelle. Activité au cours de laquelle les conférenciers ont demandé aux élus de mettre davantage la main à la poche pour accompagner les différentes stratégies mises en place pour assurer la santé des communautés. Audience à l'Assemblée nationale, le président Issaka Sidibé a reçu le nouvel ambassadeur du Mali à Washington. Tchena Koulibaly, à sa sortie de Yons, nous parle de cette visite à l'hémicycle au micro de Mamourou Sidibé. J'ai été très honoré d'avoir été reçu par le président de l'Assemblée, entouré de quelques députés. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie d'abord, mais je suis aussi venu prendre ses conseils, ses instructions, ses directives avant que je ne rejoigne mon poste. J'ai déjà été à Washington, j'ai déjà présenté mes lettres de créance au président Obama, mais cela a été avant que je ne fasse la tournée des institutions. Donc je suis revenu pour faire la tournée des institutions et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été encore une fois très honoré d'avoir été reçu par M. le Président de l'Assemblée nationale. Le 3 décembre de chaque année est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. C'est dans ce cadre que l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a rendu visite au centre médico-éducatif d'Amaldem. Ce centre prend en charge des enfants déficients mentaux, mais aujourd'hui, il rencontre d'énormes difficultés, nous précise Khadija Toukone, qui était de la visite. C'est pour s'enquérir des difficultés auxquelles sont confrontés Amaldem et ses pensionnaires que Mme Keïta Aminata Maïga s'est rendue sur les lieux. Situé à Lafiabougou, ce centre a des difficultés qui ont pour nom délabrement des bâtiments et des problèmes financiers. L'Amaldem dépense en moyenne par an 4 598 400 pour le transport des enfants, 8 227 600 pour le fonctionnement de la cantine, 827 800 pour l'entretien des bâtiments, 12 775 000 pour les factures d'électricité et d'eau, 32 millions pour les dotations de l'administration, de l'école en fourniture scolaire, du jardin de l'école spéciale et de la thérapie en jeux et matériel éducatif, sans compter les charges salariales et sociales annuelles qui s'élèvent à 26 352 000. Nous sommes actuellement redevables de 21 millions à l'INPS. C'est pour vous dire, Madame la Présidente, que nous avons besoin de soutien plus accru et que la meilleure façon de le faire, c'est d'obtenir une inscription budgétaire conséquente à la charge de l'État, comme c'est le cas dans certaines institutions d'aide à l'enfance en difficulté. Au cours de cette visite, la Première Dame a été informée que depuis la création du centre en 1984, plus de 6 500 enfants âgés de 3 mois à 25 ans y ont été accueillis, évalués et rééduqués fonctionnellement et scolarisés. Et Keïta Aminata Maïga a réaffirmé sa volonté de voir ce centre redevenir cette référence sous-régionale pour le bien-être des enfants. Je vais écrire aux plus grandes autorités pour qu'on s'implique dans la remise à niveau de cet établissement. Et comme vous l'avez vu, c'est un établissement qui regroupe plusieurs sections d'éducation. Il y a l'école, c'est vrai, il y a la prise en charge depuis le jardin d'enfants, il y a la prise en charge aussi des parents. Donc il faut absolument qu'on se donne la main pour que on puisse en tout cas remettre debout cet établissement qui mérite, ne serait-ce que pour la mémoire de celle qui a eu l'initiative de créer cet établissement, Madame Kayatou Barayogo Sandogo. Je voudrais aussi encourager le personnel, leur directeur, de ne pas baisser les bras. Mais comme je l'ai dit aussi, il y a certainement un problème de gestion. Également lancer un appel à tous les parents, en tout cas, qu'ils puissent, pendant la grossesse, suivre les différentes consultations, parce que ça peut aider aussi à faire en sorte qu'on diminue le nombre de déficients. Ce sont des enfants qui ont souvent besoin d'affection.
Ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. Et je lance un appel encore aux autorités, c'est une réalité, mais aux opérateurs économiques de la place et qui sont également dans la commune 4, qui puissent donner un peu de fonds pour aider les autorités, le gouvernement. Vous savez, nous vivons des situations très difficiles pour qu'on puisse faire quelque chose pour la Maldem. Les enfants du centre médico-psycho-éducatif d'Amaldem ont montré à travers un sketch les difficultés de réinsertion des enfants malades. La remise d'un don en denrées alimentaires et de kits sanitaires ainsi que la signature du livre d'or de l'Amaldem ont mis fin à cette visite. Le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali a tenu ce matin une réunion. Étaient présents plusieurs personnalités et représentants d'ambassades. Et justement, l'ambassade du Royaume de Suède au Mali a saisi cette occasion pour offrir à notre pays environ 4 milliards de francs CFA. Abdul Karim Kaba nous en parle. Avec ces signatures, c'est environ 4 milliards de francs CFA que l'ambassade du Royaume de Suède, à travers le PNUD, donne au Mali pour les élections régionales et communales prochaines. La signature de la convention de ce jour témoigne de la mobilisation et de l'engagement concret de la Suède pour la démocratie, la stabilité et le développement durable du Mali. La contribution de la Suède est fort louable et vient donner un élan croissant aux activités préparatoires des prochaines échéances électorales au moment où les opérations d'achèvement de la phase active de RAVEC tirent à leur fin. C'est un soutien à ce processus pour un ancrage de la démocratie et la réconciliation nationale que la Suède anticipe et s'engage à soutenir la prochaine tenue des élections communales et régionales au Mali. Ces prochaines élections, nous le souhaitons, seront un exercice d'appropriation locale de la démocratie. Cette enveloppe aiderait l'État dans sa démarche d'une élection de proximité réussie. Nous pensons que vous serez toujours à nos côtés pour mobiliser ces ressources pour qu'on puisse avoir des élections, comme on l'a fait en 2013, qu'il y ait des élections transparentes également pour les régionales et les communales. En tout cas, je salue cette signature et vous remercie, Madame l'ambassadeur, pour cet effort financier et pour cette solidarité envers le peuple malien. Outre cette signature de document, plusieurs autres situations ont été évoquées au cours de cette réunion de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali. L'Alliance des forces démocratiques AFD Mali rejette toute idée de fédération ou de partition. L'Alliance des 17 partis politiques et des 2 associations vient de tenir une conférence afin de clarifier sa position sur certains faits d'actualité concernant la vie de la nation. Moïse Traoré. Nous sommes et demeurons membres à part entière de la convergence pour la majorité présidentielle CMP présidé par le Dr Aboul Kassim Aidara. Après la signature de sa plateforme le 30 novembre 2014, ce regroupement de membres de la majorité présidentielle estime qu'une clarification est nécessaire. Devant une trentaine de journalistes, le bureau exécutif de l'AFD Mali réaffirme son vœu de cohérence et son ambition de renforcement de la majorité présidentielle. C'est le président de l'UDD qui dirige la nouvelle alliance. L'auditoire a voulu savoir son avis sur un éventuel réaménagement de l'équipe gouvernementale. Le président de la République sait exactement ce qu'il fait, il sait quand il doit le faire. Il faut lui laisser le soin de mettre en œuvre ses prérogatives à son propre niveau. L'Alliance des forces démocratiques, AFD Mali, regroupe 17 partis politiques et 2 associations. Elle se réjouit de la prudence et de la grande humilité démontrée par la délégation gouvernementale au pourparlers d'Alger. Il faut aujourd'hui savoir dans quel dispositif institutionnel notre pays peut être le mieux géré. Non seulement pour sa partie septentrionale, mais aussi pour d'autres parties du territoire malien. Il faut réfléchir à une organisation institutionnelle pouvant porter le nécessaire développement de ces zones-là. La fusion des partis membres de l'Alliance en une entité unique est prévue pour 2015. Le président de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, échange avec les élus du parti. Ousseini Amionguido a profité des Journées nationales des communes pour rencontrer les maires, députés, sympathisants et militants de la CODEM. Agibou Koulibaly.
Par cette rencontre, le Bureau national de la CODEM a voulu échanger avec ses élus sur certains faits marquant la vie du parti, notamment la position de la formation politique sur l'échiquier national, les sujets brûlants de l'heure, une initiative appréciée par les élus de la CODEM. Que nous sommes aujourd'hui le seul parti où les gens ne quittent pas, mais les gens arrivent. Et chaque fois que chez nous, quelqu'un arrive, comme l'on dit chez nous, c'est un poids lourd. Ça, il faut se féliciter. En tant que maire, nous avons démissionné de parti à demande de la justice pour rejoindre la CODEM. Alors, la CODEM, c'est un parti jeune, et donc nous avons apprécié son programme. Ce programme nous a pris, moi, la sous-section de ce programme, et l'ensemble des conseils communaux du parti, nous avons donné la CODEM pour pouvoir travailler. Pour le président du parti, les élus doivent resserrer les côtes pour mieux affronter les futures échéances électorales. Nous avons rencontré les maires, à travers eux, féliciter tous les maires du Mali pour d'abord la tenue de cette journée de commune après des années de crise que nous avons tous connues, et aussi les saluer pour le thème choisi, paix et réconciliation nationale. Et je pense qu'ils viennent par là de prouver, en tout cas de la plus belle manière, que la paix et la réconciliation nationale au Mali n'est pas l'affaire d'un gouvernement ou d'un président de la République. C'est une affaire nationale. Et c'est ce que je retiens, et il doit en être ainsi. Et aussi les appeler ici pour échanger sur certains sujets intéressants de la vie de la nation, et c'est aussi de voir comment aussi envisager les élections communales à venir. La Convergence pour le développement du Mali CODEM est la 5e force politique au Mali, avec 5 députés, 37 maires et 447 conseillers. Le Bureau national de la CODEM compte organiser sa 2e conférence nationale le 10 janvier 2015. Et concernant la libération de Serge Lazarevich, nous avons reçu un communiqué des partis politiques de l'opposition. Les partis politiques signataires disent avoir pris note du communiqué relative à la part prise par notre gouvernement dans la libération de l'otage français Serge Lazarevich, tout en se réjouissant de la libération du ressortissant d'un pays ami arbitrairement détenu sur notre territoire. Les partis signataires ont formulé un certain nombre d'interrogations relatives notamment à l'identité au nombre des terroristes libérés dans le cadre de cette opération. Aussi, il lance un appel aux autorités afin qu'elles s'expliquent sur les tenants de cette opération. Ont signé FAR, PARENA, PDS, PIDS, PS, PSP, PVRM et URD. Les travaux de la 3e édition du symposium sur les droits de l'homme viennent de s'achever au CICB. Dans les recommandations, les acteurs ont mis l'accent sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Garibou Pérou nous en parle. Instaurée depuis 2012, la Semaine nationale des droits de l'homme est le témoignage de l'engagement du Mali en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. L'organisation annuelle de ces symposiums est l'une de ces nombreuses initiatives entreprises par les autorités maliennes. Parmi les initiatives, l'espace d'interpellation démocratique organisé le 10 décembre de chaque année en commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cet exercice hautement démocratique dont le but est de mettre le citoyen dans ses droits vis-à-vis de l'administration sans passer par la justice formelle ou classique, mérite d'être encouragé et renforcé. Comme dans la plupart des pays en conflit, la crise que le Mali a connue en 2012 a malheureusement enregistré beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. On sait très bien qu'il y a eu de graves violations et de nombreuses violations des droits de l'homme pendant la crise, et que ces violations des droits de l'homme ne sont pas encore traités. Ce 3e symposium offre aux défenseurs des droits de l'homme l'occasion de mettre un accent sur le processus de la justice transitionnelle, de la lutte contre l'impunité et de la réconciliation nationale enclenchée par les autorités et ses partenaires. Le succès de ces différents processus dépendra fortement du degré d'implication et de consultation dans les recherches de solutions des principaux acteurs concernés, y compris les victimes de la crise. Le thème du symposium droits de l'homme et réconciliation nationale au Mali est révélateur, dans la mesure où il permettra d'examiner d'une part les principaux obstacles et d'autre part d'identifier les opportunités d'action capables de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants Bandao a procédé à la décoration du commandant des forces de la MINUSMA en fin de mission au Mali, le major général Jean Bosco Kazoura, au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger ce mardi 9 décembre 2014 dans l'enceinte du dit ministère. Et dans son allocution, le chef d'état-major des armées a salué les qualités d'officier intègre et engagé pour la cause du Mali. Quant au général Kazoura, il a remercié les militaires maliens pour leur courage et leur dévouement à servir le drapeau. Voilà. Et le ministère et l'état-major ont offert des cadeaux symboliques au général Kazoura en fin de mission au Mali. En deuxième région, le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a reçu la visite du président du comité militaire de l'Union européenne, Patrick de Roussier, a constaté le bon déroulement de la mission de l'UITM. Réunion Kouné. Le président du comité militaire de l'Union européenne, le général d'armée aérienne Patrick de Roussier, en visite au Mali, est venu s'assurer du fonctionnement de la mission de l'UITM. Il est accompagné de 2 généraux français et espagnols, tous conduits par le commandant de l'UITM Mali, le général Alfonso Garcia Vaquero Pradal. Le visiteur dit avoir apporté le soutien de l'Union européenne aux autorités maliennes. En tant que représentant des chefs d'état-major de l'Union européenne, des 28 chefs d'état-major des armées, qui sont engagés avec le Mali pour soutenir le Mali dans son processus de réforme des forces armées. Et donc c'est pour moi l'occasion de revenir, car j'étais ici il y a au tout début, au lancement de l'opération, il y a 1 an et demi, et donc c'est l'occasion pour voir avec son nouveau commandant d'opération, l'Espagne ayant pris la direction au niveau ici local au Mali de la mission, et donc dans le cadre européen c'est pour moi très important d'être ici pour interagir aussi avec vos autorités politiques, ce que je fais aujourd'hui avec votre ministre de la Défense et le Premier ministre également. Pour le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, de telles visites renforcent les capacités opérationnelles de nos troupes. Je ne peux avoir qu'un sentiment de satisfaction, de grande satisfaction et de fierté en étant commandant du centre d'instruction. Combien de personnalités je reçois, combien ces personnalités s'intéressent à la formation de nos troupes. Cette visite a été une occasion pour le général français Patrick de Roussier de témoigner de l'engagement des soldats et des cadres maliens et d'encourager les Européens évoluant dans le cadre de l'EUTM. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement rappelle aux agences et opérateurs de publicité que des travaux d'aménagement sont en cours d'exécution entre le monument de l'Indépendance et l'ENSUP sur le boulevard du 22 octobre 1946, les ponts Fada et des Martyrs sur la Corniche, le monument de l'Indépendance et l'échangeur multiple sur l'avenue du 5 septembre, la BCAO et la rue 306 du quartier du Fleuve sur les voies est et ouest de la BCAO. En conséquence, aucune installation de panneaux publicitaires sur les sites concernés n'est autorisée avant la fin des travaux. Le ministre de l'Équipement se réserve le droit d'engager toute action contre les contrevenants. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Une mission de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali, conduite par son président Bakary Togola, est actuellement dans la région du Sikasso. Il s'agit à travers cette mission d'une semaine de s'entretenir avec les producteurs de coton sur les conditions de transformation des unions des sociétés coopératives et de faire le point de commercialisation du coton graine en début de campagne. Hier, la délégation a rencontré les sociétés de producteurs de coton du cercle de Kadjolo à 100 de kilomètres de Sikasso. Envoyés spéciaux, Abdraman Maïga et Abdraman Keita. Après son adoption par le Mali en 2010, l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives rencontre certaines difficultés sur le terrain. Cet acte mal compris et mal interprété par les coopératives de producteurs de coton de certaines localités est à la base d'une mésentente entre l'Union des sociétés régionales des producteurs de coton et sa représentation au niveau national. Voilà tout le sens de cette mission d'information et de sensibilisation des responsables de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton. Elle fait suite à des pétitions signées et adressées aux premiers responsables du département du développement rural. Je pense que c'est un défaut d'information qui a posé tous ces problèmes-là. Parce que la responsabilité, c'est compliqué.
si on prend des grandes décisions, il faut que les décisions soient à la base. Parce qu'on a fait des ateliers régionaux et chaque secteur a été représenté par 7 personnes. Les cercles de Kadiolo et de Koutiala ont été les premières localités ayant reçu cette délégation. Dans ces différentes localités, le président de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton a rencontré les représentants des producteurs de coton. Au cours de ces face-à-face, les organisations paysannes ont approfondi leurs connaissances sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, son importance pour le monde rural et les changements engendrés par cette loi au niveau des structures. On s'est tombé d'accord, la population a demandé de retirer ces pétitions. Nous sommes parfaitement d'accord avec la solution préconisée par tous les cotonculteurs, qui est vraiment l'entente et la cohésion. Donc nous sommes partants pour la solution trouvée par le groupe. Avant l'étape de Koutiala, la délégation a visité le marché de coton de Sinzangolobougou. Ici, la mission a fait l'état des lieux du coton en cours d'évacuation et a échangé avec les producteurs sur les difficultés rencontrées au cours de cette phase cruciale. Sur une prévision de 350 tonnes de coton graines prévues, 313 tonnes ont été évacuées à ce jour. D'abord, nous allons faire le point de la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali. Ce jour, mercredi 10 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 0 nouveaux cas confirmés ce jour. 0 suspects ce jour. Le nombre de personnes contacts est de 26. Le nombre de contacts de suivi ce jour est de 26. Le nombre de contacts non vus est de 0, soit un taux de suivi de 100%. Un cas confirmé en traitement dans un centre spécialisé dans un état stable. Un cas guéri libéré le vendredi 28 novembre 2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. En 4e région, les structures sanitaires respectent les mesures de protection contre la maladie à virus Ebola. Le constat a été fait ce mercredi par le gouverneur de Ségou qui s'est rendu à l'hôpital régional, au centre Famori Doumbia et dans une clinique privée. Candécila a suivi la visite. La psychose de la fièvre à virus Ebola apporte de plus en plus un changement de comportement positif au sein des structures sanitaires à Ségou. C'est du moins le constat qui ressort de cette visite du gouverneur dans ces structures. À l'hôpital Nyarankorofomba, le cadre de travail est attrayant. En plus du dispositif de protection bien en place, l'équipe d'assainissement veille permanemment à la propriété des lieux. Les consignes de protection et d'hygiène sont bien respectées par les usagers aussi bien que par les travailleurs. Actuellement, tout le monde se plie à ce lavage des mains, soit à l'antiseptique ou le lavage des mains à l'eau javelisée. On peut dire que le dispositif est fonctionnel au niveau de Ségou. Au niveau du cabinet médical privé Santoro et au centre Famori Doumbia, toutes les dispositions sont également prises pour davantage réduire les risques liés à la maladie à virus Ebola. Contrôle de température, dispositif de lavage des mains au savon et même une salle de tri est installée au sein du centre Famori Doumbia pour contrôler les entrées. Ce que nous venons de voir nous rassure parce que nous avons suivi au niveau du CCRF une séance de formation sur les méthodes de sensibilisation, d'information sur effectivement cette maladie-là. Et cela nous a vraiment rassuré que nous comptons démultiplier à travers les autres cercles
pour que tout le monde soit vraiment au même niveau d'information par rapport aux mesures déjà édictées par le comité. Dans les structures visitées, le gouverneur a encouragé le personnel et leur a demandé à rester mobilisés pour l'objectif 0 cas d'Ebola dans la région. Nous allons rester à Ségou avec l'ouverture ce mardi d'un séminaire national de bilan programmation de l'éducation non formelle au Mali. Les détails avec Candécila. Évaluer les chemins parcourus en matière d'éducation non formelle au Mali, c'est à cet exercice que les responsables et acteurs des académies et centres d'animation pédagogique des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et de l'académie de Koutiala s'attellent. La rencontre initiée par le Centre national des ressources de l'éducation non formelle vise à capitaliser les acquis du secteur, mais aussi dégager des stratégies pour améliorer les performances. La politique de l'État en matière d'éducation de façon générale, c'est que nous devons alphabétiser toute la population, scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école. Et pour ce faire, l'école formelle seule ne peut pas atteindre cet objectif. Il faut en plus de cela l'éducation non formelle. Les travaux, qui durent 3 jours, se focalisent sur les présentations des rapports bilans des différentes académies et les rapports des structures centrales. À la fin des travaux, des pistes seront dégagées pour les nouvelles programmations au titre de la campagne 2015-2016. Déjà, quelques pistes de réflexion ont été formulées par le gouverneur de Ségou en ouvrant les débats. Il s'agit surtout du manque de local approprié dans certains cas ou du manque d'équipement dans d'autres cas. Ceci constitue une entrave à l'apprentissage. Auparavant, le maire de Ségou avait exprimé ses attentes par rapport à l'éducation non formelle qui demeure un instrument efficace au service de la décentralisation. Fin en 5e région, précisément à Mopti, de la 2e session ordinaire de la Cour d'assises. Sur 29 affaires inscrites au rôle, 14 ont été jugées, les 15 autres renvoyées à une autre session. Jules Sambou Sissoko, reportage. On peut dire sans risque de se tromper que le procureur général près la Cour d'appel de Mopti et le département de la justice ont fourni de gros efforts en organisant 2 sessions d'assises de septembre 2014 au mois en cours, ce qui traduit leur souci du respect des droits de l'homme. Sur 29 affaires enrôlées, 15 ont fait l'objet de renvoi à une autre session. Seulement 14 ont pu être jugés, soit des jugements contradictoires ou des jugements par contumace. C'est ce qui nous a donné un pourcentage seulement de 48%, contre 61% la session passée. Après des diagnostics et analyses, nous sommes arrivés aux conclusions que ce n'est ni plus ni moins qu'un problème de formalisation des pièces préalables au déroulement du procès. Le premier président rentrant après la cour d'appel de Mopti, Tchekoura Samake, a invité les juges d'instruction à accélérer l'instruction des dossiers dont ils sont saisis, car cela est aussi une garantie de liberté pour les inculpés. Il a salué les efforts des uns et des autres à l'actif de la famille judiciaire. Concernant les peines prononcées, on note l'emprisonnement, la peine de mort, les condamnations par contumace et des acquittements. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mopti, Maître Simon Lougui, a déclaré que le droit de la défense n'a pas été spolié. Tout le monde concourt, monsieur le président, monsieur le procureur, à la marche de cette justice dans notre ressort. Et le barreau veut que, à partir de maintenant, soit organisée une session par trimestre. Il ne faut pas rompre avec ce que vous avez commencé. La première session d'assises au titre de l'année 2015 se tiendra à Bandangara. 445 tonnes d'aliments bétail, c'est la quantité que le commissariat à la sécurité alimentaire vient de mettre à la disposition des éleveurs de communes de Lafi, Alafia, Ber et Salam dans le cercle de Tombouctou. Pourquoi Yéa Tandina nous le dit. C'est une quantité importante d'aliments bétail destinés aux communes de Lafia, Alafia, Ber et Salam dans le cercle de Tombouctou.
Cette opération de distribution gratuite vise à combler le vide du pâturage pour les éleveurs vulnérables de ces localités. Le Pays-Bas a mis à la disposition des 4 communes du cercle de Tombouctou 445 tonnes d'aliments bétail qu'ils ont mis à la disposition du commissariat à la sécurité alimentaire pour une distribution gratuite aux éleveurs les plus vulnérables de la région de Tombouctou. Cette donation est le fruit d'un partenariat entre le Royaume des Pays-Bas et le Mali. Les bénéficiaires se réjouissent et félicitent le donateur. Je vous affirme, cet aliment bétail vient soulager une partie des souffrances des éleveurs. Le cercle de Tombouctou a connu cette année 2014 une mauvaise pluviométrie, créant l'inexistence de pâturage, engendrant ainsi la disparition des milliers et des milliers de têtes. Au nom du gouvernement du Mali, exprimer ma reconnaissance à tous les partenaires, dont les Pays-Bas, qui ont mis à la disposition du commissariat à la sécurité alimentaire les ressources pour une distribution gratuite aux agro-pasteurs dans le cadre du programme d'urgence au bétail. Le lancement de cette opération s'est tenu à Kabara, dans la commune de Tombouctou. Ici, les populations sont satisfaites du choix de ce quartier pour abriter la cérémonie. Dans le cadre du projet d'appui à la filière agricole du Mali, le Canada vient d'offrir 22 motos aux agents de la Direction nationale de l'agriculture impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du projet PAFA. Lamine Keïta. En accordant 22 motos, le Canada contribue ainsi à améliorer les conditions de travail des agents sur le terrain dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ces motos vont leur permettre d'avoir une bonne mobilité en vue de fournir l'appui conseil aux producteurs de la filière échalote, oignons, l'ail. L'objectif de cette contribution est de fournir aux agents des services locaux de l'agriculture les moyens de transport afin de leur permettre de participer à l'accompagnement des opérateurs du PAFA à travers la DNA. Ce qu'on attend en contrepartie, c'est que le personnel de la DNA, des DRA, des services locaux s'approprie les itinéraires techniques qu'on a développés en collaboration avec eux. Le secrétaire général du ministère du Développement rural salue cette donation du partenaire canadien qui va permettre d'assurer la bonne collecte des données sur le terrain. Ce don est très important pour le département parce qu'il s'agit de renforcer les capacités de locomotion des agents avec les motos que vous voyez. Donc ça permet à l'agent d'aller aux producteurs, d'aller aux productrices pour donner l'appui conseil, toutes les informations nécessaires et aussi les conseils par rapport aux bonnes pratiques agricoles afin de pouvoir augmenter la production et la productivité agricole. Le projet d'appui à la filière agricole du Mali prend fin en 2015. Fin de la 12e édition du festival Théâtre des réalités. Durant une semaine, le festival a tenu toutes ses promesses, nous dit Sékou Konaté depuis Sikasso. Placé sous les signes de la reconstruction d'identité, cette 12e édition du festival Théâtre des réalités de l'association culturelle Acte 7 qui s'achève à Sikasso a comblé toutes les attentes des initiateurs. Au niveau public, nous avons quand même élargi le public. Il est sorti massivement. Toutes les couches sociales étaient représentées et avec les différentes classes d'âge. Les artistes ont découvert d'autres artistes, ils ont découvert d'autres spectacles. Nous avons un autre motif de satisfaction, ça c'est aussi ce public qui ne vient pas dans les lieux institutionnels que nous avons rejoint à travers le carnaval dans les rues de Sikasso. Pendant une semaine, les populations de Sikasso ont pu mesurer le talent des artistes, dramaturges, chanteurs, comédiens et artisans venus des pays de la sous-région et de l'intérieur du pays sur différents sites à travers la ville. Ce qui fera dire aux autorités communales que le festival Théâtre des réalités occupera désormais une place de choix dans l'agenda culturel du Kénédougou. Cette année-ci, nous avons mis l'accent sur l'ethnie Sénoufo, Mianka, Ghana, qui sont de la région du cercle de Sikasso, et l'ethnie invitée, lesquels Tamashek. Rien n'exclut que la prochaine édition soit axée autour, par exemple, des Peuls, des Bois, qui appartiennent au cercle aussi de Sikasso, et aussi que nous puissions inviter des Samoro ou les Dafi, et une ethnie invitée pourrait être soit les Soninké, pourquoi pas, ou les Sonrai.
La pièce de théâtre Crimes conjugaux a constitué le spectacle d'au revoir de cette 12e édition du festival Théâtre des réalités à Sikasso. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à l'ERTM. À demain.